quand tu as 17 ans, tu es passionné par un projet, tu penses qu'à ça, tu es possédé, quoi. C'est un truc qui nous hante matin, midi, soir. On a près de 400 000 utilisateurs sur Extrastudiante aujourd'hui. On a en gros 100 000 nouveaux par an. Ma orientation, c'est 140 000 abonnés sur Instagram et 70 ou 80 sur TikTok. En tout, on touche 300, 330 000 personnes. C'est assez difficile à gérer et c'est un moment de rupture. T'as perdu des potes, toi, cette période? Bienvenue dans ce tout premier épisode de U25, un podcast de Omnimedia, un podcast qui met en avant la nouvelle génération d'entrepreneurs qui ont osé se lancer avant leurs 25 ans. Pour ce premier épisode aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jules Simian Brocherie, un entrepreneur qui a lancé sa première plateforme à 17 ans. En plein Covid, il cherchait à lutter contre le décrochage scolaire. À la base, ça s'appelait Élèves Solidaires, une initiative née d'un besoin très concret et construite avec une mentalité par les élèves, pour les élèves. Quelques années plus tard, le projet est devenu Extrastudiante, un réseau social d'entraide scolaire et d'orientation avec des outils de révision, fiches, flashcards et quiz et un lien direct avec les écoles. Et récemment, Jules a franchi une étape stratégique en rachetant le média MyOrientation, un média acteur de référence sur l'orientation post-bac pour créer une plateforme plus 360 autour de l'orientation, contenu, accompagnement et communauté. Voilà, je remercie Jules de nous avoir fait confiance pour ce premier épisode. L'émission est juste dingue, donc bonne régalade à vous. Et bah écoute Jules, trop content de te recevoir. Merci à toi. Comme je te disais en off, ça fait quelques temps que je te suis, que ce soit sur LinkedIn, je t'ai vu passer dans quelques émissions et tout, je trouve ça très sympa. Donc discuter ensemble aujourd'hui, c'est un vrai kiff. C'est un vrai plaisir pour moi aussi, sache-le. T'as 23 ans, donc on a Ouais. un an d'écart. Encore très jeune, malgré le fait que on a l'impression que ça fait plus longtemps. La première question que je pose dans cette émission, c'est qu'on est encore très jeune, tu t'es lancé encore plus jeune que ça, tu t'es lancé à 17 ans. Quand tu as pris cette décision de créer ton projet, d'entreprendre, comment est-ce que ta famille l'a perçu? Parce que c'est les gens en général qui sont les plus proches de toi. Comment est-ce qu'ils l'ont pris, cette nouvelle? Ouais, alors, très jeune, mais ce que je dis souvent, c'est paradoxalement, c'est ma 6e année là, d'entrepreneuriat. Donc, tu vois, ça commence à faire un peu. Mes parents, je trouve que les parents sont pas forcément les meilleurs soutiens. Et je le dis parce que souvent, on me pose la question du conseil. C'est le fameux conseil que tu donnerais à un entrepreneur en herbe, un mec qui t'écoute. Moi, ce que je conseillerais d'abord, c'est peut-être de pas trop écouter les conseils des très proches. C'est pas les meilleurs conseils. Parce qu'on n'est pas rassuré de voir son enfant tu vois, finir tard le soir, bosser sur un projet, on ne connaît pas l'idée derrière, on ne sait pas si ça peut marcher. On a peur en fait, souvent les parents ont peur pour leurs enfants quand il s'agit de projets, moi j'ai quand même arrêté les cours pour me consacrer à mon projet. Donc socialement, tu vois, dans une société comme celle dans laquelle on est, même si les choses changent et ça évolue très vite, l'enseignement aujourd'hui est remis en question par plein de gens, par plein d'experts. On a vu récemment le livre de Laurent Alexandre et d'Olivier Babeux sur Ne faites plus d'études, donc ça évolue. À l'époque, l'enseignement, le diplôme était sacré. Si tu fais pas de diplôme, tes parents ils sont en mode mais jamais tu vas réussir, t'as pas de sécurité. Moi, mon père, pour lui, c'était vraiment tu dois avoir un diplôme pour rester dans la vie. Il y a rien jusqu'à tes 23 ans à part le diplôme. Parce qu'ils avaient quoi comme profession, tes parents? Mon père, il est comment le décrire, je dirais entrepreneur social. Ouais. Donc il a soit été dans des postes de direction de petites boîtes d'informatique, ouais. Soit indépendant, tu vois, là il fait de la consultance pour des grosses boîtes, notamment des Scopes. Donc la Scope, c'est une entreprise adaptée qui emploie que des personnes handicapées. Donc voilà ce qu'il fait. Et ma mère, elle est agent immobilier. Okay. Donc j'ai des parents qui m'ont peut-être insufflé un peu cette indépendance parce que personne n'a été rattaché à une grosse boîte pendant toute sa carrière. Mon père a été rattaché à des entreprises, mais pas pendant toute la durée de sa carrière. Donc j'ai quand même eu cette souplesse, je pense, qui m'a été insufflée. Mais mes parents ne voulaient pas du tout, évidemment, que je fasse les choix que j'ai faits, que j'entreprenne aussitôt, que je décide d'arrêter les études aussitôt. Ça a été des gros sujets. Donc, ouais. Et tes potes? Parce que c'est aussi un truc, tu sais, quand tu entreprends aussi jeune, ça fait peut-être bizarre d'être pote avec un gars qui se lance dans un projet alors que tu as envie que de faire la fête à ce moment-là. C'est très dur, en fait. C'est une très bonne question que tu poses parce qu'on me la pose vraiment jamais. Quand tu as 17 ans,
que tu es passionné par un projet, parce que toi tu connais, là avec OVNI, j'imagine que tu l'as connu avant avec d'autres projets, c'est un peu une fibre qu'on retrouve chez chacun d'entre nous. Tu penses qu'à ça, tu vois. Tu bois un verre avec un pote, tu penses à ce que tu feras demain matin, à ce que tu n'as pas fait, et tu es possédé, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça à ceux qui nous écoutent, mais voilà, c'est un truc qui nous hante matin, midi, soir. La passion nous permet de travailler parfois des quantités d'heures qu'on peut trouver un peu inconsidérées parfois, mais en tout cas c'est ce que ça nous permet de faire. Et donc les potes quand tu as 17-18 ans qui évidemment ne pensent qu'à une seule chose, c'est aller boire des coups, sortir en boîte, jouer à la play, enfin je sais pas, tu vois, tous les usages classiques d'une jeunesse à peu près normale, en tout cas celle qu'on nous a dépeintes. Évidemment ils le comprennent pas, et donc il y a un moment de fracture. C'est que tu es obligé à un moment de t'entourer de gens qui partagent une vision commune, qui partagent une ambition commune, qui ont sensiblement le même emploi du temps, qui vont pas tu vois, te reprocher de ne pas être disponible à 16h un mardi pour aller boire une bière. Enfin, il faut s'entourer de plein de gens différents, mais il y a quand même ce moment de rupture où quand tu as 17-18 ans, moi, comme ça a été mon cas, et que tu as vraiment une passion et que ça te prend du temps et que tu aimes ça, et que c'est pas compris de l'autre côté, ouais, c'est assez difficile à gérer, et c'est un moment de rupture. T'as perdu des potes, toi, à cette période ? Perdu des potes, non, parce que je considère que l'amitié, quand tu l'as vraiment noué avec quelqu'un, ça se retrouve plus tard, peut-être. En tout cas, ça m'est arrivé, tu vois, de pas voir un pote au lycée un pote de lycée pendant 1, 2, 3 ans, et là d'en revoir 2 récemment avec qui j'ai bu une bière, et c'était comme si on s'était jamais perdu. Donc non, j'ai pas perdu de potes, mais c'est vrai que j'ai une grosse partie de mes potes du lycée que je ne vois plus, quasiment tous. Et je vois encore pas mal de potes d'université. Je suis resté quelques mois à l'université. Mais tu étais déjà dans ton projet. Mais j'étais déjà dans mon projet. Exactement, on partageait déjà quand même pas mal de sujets en commun. Et sinon, j'ai beaucoup de potes, comme ça fait 5 ans et demi, tu vois, là, que je suis à fond sur mon projet et que c'est ma seule occupation. J'ai beaucoup de potes que j'ai rencontrés grâce à mon projet. Ouais, carrément. Des potes entrepreneurs, des potes graphistes, des potes sportifs, des potes artistes, mais les potes qui se sont réalisés assez tôt, ou du moins qui se sont réalisés dans un métier. Voilà. Tu vois, du coup, tu as 1 an de plus que moi, mais j'ai passé le bac à la même année que toi. Donc c'était la dernière année réforme, machin. Oui, ouais. Et on a eu le bac, le fameux bac Covid, Le bac Blanquer. où c'est arrivé. Voilà, ils ont dit, bon, bah voilà, c'est votre moyenne générale parce que Covid et compagnie. Bref, toi, tu as lancé ta boîte pendant le Covid, on va y revenir. Mais donc, au moment où tu fais ton année de terminale, que tu n'as pas encore ce projet-là parce que le Covid n'est pas encore arrivé, tu te voyais faire quoi dans ta vie ? Est-ce que tu avais déjà cette envie d'entreprendre ? Ouais, j'avais déjà créé une appli qui référençait des bouquins. Ouais. Tu pouvais, quand on te piquait un bouquin, tu pouvais mettre que voilà, tu avais filé La promesse de l'aube à Kylian, et donc pouvoir te repérer dans ta bibliothèque. Et mon idée, c'est de créer une bibliothèque en ligne. Je pense que j'avais cette fibre-là assez jeune. En fait, ce que j'ai repéré chez moi, j'avoue, parce que tu sais, tout le monde, quand on entreprend, te dit, mais en fait, tu es un vrai entrepreneur. En fait, ce mot est... d'ailleurs, c'est un mot français. Mais il n'est pas évident à saisir quand tu l'es vraiment. Tu sais, pour moi, c'était pas un statut. En fait, ça l'est vraiment. Quand tu évolues, tu te rends compte que c'est une communauté. Ce sont des gens qui pensent pareil. Pas sur tous les sujets, mais ce sont des gens qui pensent, qui ont des réflexes intellectuels qui sont assez similaires. Le réflexe entrepreneurial, c'est un vrai réflexe que tu retrouves chez les gens qui entreprennent, que tu ne retrouves pas chez les gens qui n'entreprennent pas. Et en fait, je l'ai saisi quand je me suis revu, tu vois, à 15, 16, 17 ans. Je remettais beaucoup de choses en question. La disposition du pain au chocolat quand j'arrive dans la devanture de ma boulangerie. Je sais pas pourquoi on a des bouquins en classe qui sont pas des bouquins de poche parce qu'en fait ce serait plus confortable au dos. Et ça paraît débile quand tu le dis comme ça, mais ce sont des réflexions d'un entrepreneur. C'est quand tu prends le temps de voir des insatisfactions que tu dis, on pourrait améliorer. Voilà, le bon réflexe entrepreneurial, c'est un réflexe qui arrive à cibler un besoin, et à voir une faille, et
si tu y réponds, c'est que vraiment tu as ce réflexe-là. Il y a beaucoup de gens qui ciblent mais qui n'y répondent pas. Donc ce sont juste des spectateurs. En revanche, celui qui y répond avec une mesure très concrète, lui c'est un entrepreneur. Donc ce réflexe-là, je l'avais par souci de moyens, par souci de temps, par souci de... Quand tu es lycéen, c'est un vrai sujet de confiance, je trouve, l'entrepreneuriat. Il y a plein de gens qui pourraient entreprendre, le seul truc qui leur manque, c'est la confiance en eux. Ouais, la légitimité. La crédibilité, le fait de penser qu'on peut. Ouais. Et quand tu es au lycée, tu penses pas que tu peux, donc tu n'as pas du tout ce réflexe-là. Enfin, c'est très rare. Moi, ce qui m'a permis de le faire, c'est que j'avais du temps, que j'étais pas en cours, qu'on était confinés, que c'était un moment assez exceptionnel, et donc tout s'y prêtait. C'était vraiment le moment pour moi où, si je le faisais pas maintenant, je l'aurais probablement jamais fait, et j'aurais commencé. Et donc, pour te répondre, je voulais être... Alors, j'ai toujours eu envie de gagner de l'argent, déjà. Je pense que c'est un réflexe qui nous réunit un peu tous. Quand on n'a pas de famille, c'est un peu le premier truc qui te vient en tête quand tu deviens un peu majeur. Je crois que je voulais être trader au début, parce que j'aurais vraiment pas du tout aimé. Le loup de Wall Street, ça t'a inspiré? Ouais, c'est ça. En fait, c'est des clichés, mais c'est que c'est quelques films. Et je regardais des fiches métiers quand j'étais petit sur Internet. Avocat, ça m'aurait bien plu, pour être honnête. J'ai beaucoup d'amis avocats. Et j'aime bien leur façon de penser, leur cheminement intellectuel, je les trouve vachement pertinents. Donc j'aurais bien aimé. Je trouve qu'en plus, c'est l'une des dernières vraies professions. Tu vois, à vie, t'es avocat. À vie, tu peux être payé pour une heure de traitement d'un dossier parce que tu as ce statut-là de l'avocat. Nous, on est les saltimbanques à côté, tu vois. Nous, on n'a pas de statut. Et je trouve que c'est un très beau métier. Et toi, lycée, t'étais plutôt... on cerne un peu le profil avant que tu te lances, t'étais plutôt le mec premier de la classe, tu te donnais à fond pour les notes, ou le mec un peu au fond, tu rigolais avec tes potes, t'essayais d'avoir 12 et ça passe quoi. Pour pas faire trop cliché, j'étais plutôt mec au fond de la classe quand même. Ouais. J'avais pas des très bonnes... En fait, j'ai toujours eu des notes correctes, mais j'avais pas des très bonnes notes, tu vois. Ouais, tu es pas à la tâche quoi. Mais j'avais toujours... En tout cas, chaque année, nouer des bonnes relations avec mes profs. Je m'entendais super bien avec eux parce que j'adorais leur parler. Ouais, moi aussi. J'adorais leur poser des questions d'ailleurs sur autre chose que les cours. Pour un peu mieux comprendre le mec qui me voit 1 heure par jour sur 45 semaines. Et donc, je m'entendais vachement bien avec mes profs. Mais j'avais des notes correctes, quoi. Enfin, je tourne autour de 13, 14. Et j'ai eu mention bien au bac. Mais j'ai jamais été un bon élève, quoi. Je prenais très peu de mes cours. Mon site au départ, le premier site que j'ai créé, donc Élèves Solidaires, c'était pour justement que les jeunes comme moi, qui ne prenaient pas leurs notes et qui avaient souvent, tu vois, des cours mal écrits, puissent avoir le cours bien écrit du bon de la classe. Au début, à petite échelle. Après, on s'est envoyé des cours de Saint-Étienne à Paris, donc c'était plus sympa et c'est là que la chaîne a vraiment pris, mais initialement c'était un peu ça l'idée. Pourquoi Madeleine, la bonne de la classe, la bonne élève, elle veut pas me filer sa fiche de cours? Je veux dire, c'est pas parce que j'ai son cours entre les mains que j'aurai meilleure note qu'elle. L'idée c'est de l'apprendre, c'est d'interpréter. On a tous assisté au même cours, elle a pris des notes, j'ai écouté la même chose, et je comprenais pas bien cette idée. Je pense d'ailleurs que là-dessus l'école est pas très pertinente. Pourquoi rendre les gens individualistes entre eux au sein d'une classe? Ça ne devrait pas être un lieu de compétition, la classe. Ouais. La classe, elle devrait être un lieu d'entraide. Et la compétition, elle devrait se faire entre les classes entre elles. Ça devait être ça. Enfin, pour moi, en tout cas, ça devrait être ça, la compétition. Ouais. Si toi et moi, on est voisins, on ne devrait pas se faire la compète. On devrait se filer la réponse, machin. Tiens, regarde. Au moment de l'examen, comme ça, on a tous les deux compris le cours. On s'est tous les deux aidés sur ce qu'on saisissait pas, pardon. Et c'est par contre à la fin du mois qu'on se challenge avec la classe d'à côté. En fait, la vie, c'est juste que du collectif. C'est que de l'entraide en entreprise. Que tu sois entrepreneur ou salarié, tu es obligé de bosser avec ton voisin pour rendre un livrable à la fin de la semaine qui soit celui qui est attendu. Donc, j'ai jamais compris cette idée que la France se fait de l'école. Et donc, ouais. Donc là, on se saisit assez bien de l'insatisfaction. Peut-être qu'il y en avait d'autres aussi. Tu vas nous en parler, mais donc on arrive à cette période du Covid.
t'es tout seul chez toi, t'as plein de temps, on avait tous plein de temps. Bon, moi, j'ai pas pris le temps d'entreprendre malheureusement. J'étais encore trop jeune et j'y pensais même pas en vrai. Je passais mon temps sur la play, mais ça, c'était mon cas à moi. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quelle insatisfaction t'as envie d'aller gérer? Comment tu le fais? Comment tu te structures? Je pense que structurer, c'est un bien grand mot pour à l'époque. Mais comment est-ce que ça vient? Ça vient tout bêtement, je crois que je vais marcher. Parce que pendant le Covid, on était contrôlés sur tout, on avait le droit de marcher, mais pas trop longtemps. Pas plusieurs, je me souviens même plus des règles, mais c'était délirant. Et je vais marcher, en fait, je me dis, putain, c'est dingue, justement. Moi, je manque de cours, je manque de prise de notes, alors que j'ai encore un suivi scolaire. Alors imagine, à l'époque, t'allumais la télé, on te disait qu'il y avait 8 à 10% des personnes qui décrochaient scolairement. Et donc, tu as eu potentiellement 8 à 10% des jeunes qui, eux, n'ont même pas ce cours en question et qui peuvent même pas prendre leurs notes. Et donc, il y a une vraie crise de la ressource. Elle n'est plus disponible. Et en ligne, tout est payant. Enfin, à l'époque, il faut se remettre dans l'année 2020, il n'y a pas de chat GPT. Hein. Non. Donc, C'est arrivé après. tu avais des sites qui hébergeaient des fiches, mais souvent les sites étaient payants. Parce que pendant le Covid, pour eux, c'était une aubaine financière d'avoir des gens qui révisaient en ligne. Et donc, voilà, je me dis, putain, il faut absolument créer un blog. En fait, n'importe qui peut venir poster une fiche de cours, un exposé, une dissertation. J'appelle ça élèves solidaires parce que l'idée, c'est de réunir les élèves dans la solidarité sur une plateforme. Je crée un compte Instagram, un compte TikTok, je communique. Au bout d'une semaine, on avait des milliers d'abonnés. La France entière. C'est toi qui faisais le contenu? Ça se Ouais, passait c'était comment? moi qui faisais le contenu. Je faisais ça sur Canva, je crois. Ouais. Je crois que ça existait déjà, non? Ouais. Ouais, c'était Canva, alors. Donc, je faisais mes contenus sur Canva et je postais sur Instagram. Je faisais des vidéos TikTok. Pas moi, parce que je n'ai jamais été très à l'aise à la caméra, mais j'avais des copains bénévoles, tu vois, dans mon lycée qui m'aidaient là-dessus. Donc, Ça a vraiment commencé déstructuré au possible. Il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas d'idée derrière. Enfin, si, l'idée de base, elle était très claire, mais il n'y avait pas d'ambition derrière. Tu vois, c'est juste un truc pour aider les gens, quoi. je voulais voir si en vrai, ne serait-ce qu'à l'échelle de mon département, ça allait aider les jeunes qui étaient dans mon cas, quoi. Et dans un cas encore plus grave, qui est celui de ne pas avoir de cours. Et finalement, ça a pris une autre ampleur, parce qu'en fait, la presse a parlé de nous, parce qu'en fait, on a fait on a donné des interviews, on a donné on a fait des vidéos pour des influenceurs, et en fait, les gens, pour le coup, à l'époque, parlaient pas mal des initiatives solidaires, donc on a été mis en avant, et on s'est fait connaître, et pour zéro. Donc, ça a pris une autre ampleur, mais à la base, c'était pas du tout l'idée. Et donc, tu commences à gagner tes premiers followers, tu fais tes fiches, ça commence à marcher assez bien sur les réseaux, tes premières interviews et tout. Est-ce que tu aurais, pour que les gens se figurent, un moment où tu t'es dit, ok, là, il y a une vraie bascule, tu te rends compte qu'il y a une vraie victoire et il y a un truc, quoi. Je crois que pendant le moment du Covid, on s'en rend pas compte. Ouais. Parce qu'on voit personne. Derrière ton écran, tu comprends pas l'impact que tu Ouais, as c'est très, sur ouais. ton pote, le camarade que tu ne connais pas qui a eu accès à ton site et pour qui ça a changé son année. Donc pendant les 3-4 mois de Covid, je comprends pas grand chose en fait. Je sais pas bien ce qui se passe. La presse, voilà, c'est impressionnant, mais ça ne. Tu vois pas les retombées, et puis même des followers. Enfin, tu vois, moi je suis aussi dans ce game-là, mais t'es pareil sur les réseaux, tu vois 10 000 vues, tu vois 15 000 vues, 3 000 likes. T'oublies que c'est des gens réels et que si tu les mets dans une pièce, c'est un truc de fou, quoi. Au début, quand tu fais tes premières vues, des machins, tu trouves ça dingue. En fait, au bout de 3 semaines, tu banalises complètement le fait de. Mais c'est en rentrant à Paris. Enfin, c'est en allant dehors, quoi. Ouais, en sortant, allant dehors et en sortant, en croisant des gens. Et là, voilà, de voir des gens que je ne connaissais pas qui venaient me voir et me disaient putain, génial, ton initiative, tu vois, je l'ai utilisée. Une espèce de pseudo-notoriété qui n'en était pas une parce que j'étais pas connu, mais c'est vrai que, voilà, nombre de lycéens de l'époque avaient entendu parler du projet et m'avaient plutôt identifié. Donc, quand tu arrives à l'université, tu sens un petit peu qu'il y a déjà un petit impact quand même. Complètement, ah oui, complètement. Ouais. Complètement, ouais. Mais mes potes de lycée, l'université, j'ai réalisé qu'il y avait un sujet. Surtout, au-delà juste, en fait, le fait que les gens te le disent, ah, j'ai utilisé ton site, c'était vachement bien, il faut continuer.
bah, tu te rends compte que l'idée que tu avais toi et qui te paraissait brillante, mais plein de gens ont des idées brillantes pour eux-mêmes, mais quand ils les soumettent au marché, en fait, elles sont terribles. Donc, souvent, faut pas se passionner pour une idée qui est juste notre propre passion. Il faut vraiment savoir si ça répond derrière à un vrai besoin et si la passion elle est partagée par celui que tu vises. Et moi, je commençais à me rendre compte qu'en fait, ça parlait aux gens qui étaient dans ma cible. Donc, il y avait peut-être un sujet de est-ce que je crée pas une nouvelle version? Est-ce que je lance pas tu vois, un, un deuxième projet dans ce sens-là? Et là est né Extra Student avec toute la structure qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est à ce moment-là, c'est l'université un petit peu où tu commences En à te arrivant gérer en le truc. université, ouais, je travaillais pour le coup là 10 heures par jour sur la future version d'LS Solidaire et qui est sortie quelques mois après. Tu faisais quoi à l'université? Je faisais un bachelor en business et ouais, business. Est-ce que ça a été influencé par ton début de projet ou même pas Non, encore? non, je l'avais déjà moi le projet. Ok. Je suis arrivé premier jour de l'université, j'avais même pas eu un cours que j'étais déjà Non, en non, ce train que je veux de. dire, c'est est-ce que tu avais déjà le projet et du coup ça a un peu influencé le fait que tu ailles en école de business Ah, ou même c'est un truc que tu voulais faire de base? en fait, je pense que à ce moment-là, j'ai choisi par défaut ce qui me laisserait le plus de temps. Ouais. Comme j'avais déjà mon projet, quand j'ai fait mes choix Parcoursup, je me suis juste dit, tu sais quoi, je vais prendre un truc qui va me laisser le temps de monter mon projet à côté. Et puis, on verra bien. Et en fait, ça m'a tellement. L'université, pour moi, ça a vraiment été un moment. Ça m'a vraiment pas plu, quoi. La vie étudiante, j'aime vraiment pas ça. C'est terrible de dire ça, mais j'étais happé par le monde qui bougeait à droite et à gauche, par les histoires qu'on me racontait. Moi, j'ai beaucoup lu sur soit des grands personnages du monde des affaires, soit des histoires d'entreprise, soit lu des bouquins qu'on connaît, les classiques. Et donc, je sais pas, j'étais vraiment possédé par une envie de bouger, par une envie de faire, de monter mon projet, quoi, et de le faire connaître beaucoup plus qu'il ne l'était. Et donc, l'école, ça m'a vraiment, ça me censurait. Je me sentais pas libre, je me sentais pas bien. Donc, en arrivant, je me suis dit, ok, je sors ma deuxième version. Et puis, dès qu'elle est terminée, je la lance. Si ça marche, au bout de quelques mois, je pars. L'idée avec cette émission, c'est qu'aussi on puisse avoir un public qui est jeune et qui hésite à se lancer, qui veut se lancer et qui n'est pas encore et tout. Toi qui a fait donc, un peu des études business, qui avait ton projet à côté, tu penses que c'est vraiment nécessaire pour quelqu'un de faire des études business pour se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est difficile à dire. Comme ça, là, ça dépend du type d'études, ça dépend de l'école. Voilà, je pense qu'il y a des bonnes écoles quand même. Une école de commerce, par exemple, tu vois. Voilà, l'école de commerce, si c'est dans les 10-15 premières, pourquoi pas. Après, il faut surtout se dire que l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas à l'école. Qu'on peut tout apprendre et très vite sur le terrain, ou avec 2-3 mentors, ou avec 2-3 podcasts. On écoute OVNI, on écoute Génération Do It Yourself, on écoute les classiques. Voilà. Et si c'est une école payante, les 10 000 euros qu'on met dans l'école chaque année, on les investit dans le projet. Au bout de 3-4 ans, le projet aura une gueule différente que si on y a mis 0. En fait, tout ça, c'est l'histoire de capital. Si vous voulez investir dans votre capital intellectuel et que vous voulez vous former à la théorie, l'école, c'est important. Ouais. Si vous avez un réflexe entrepreneurial très, très fort, l'école va juste vous frustrer et vous n'allez pas écouter, vous allez bosser pendant les cours, ça ne va pas vous servir. Vous allez juste rester assis à consommer des cours dont vous ne vous rappellerez jamais, en fait. Donc, si vous voulez souhaiter investir dans un autre capital, qui peut être le capital de votre boîte, ça peut être une solution. À l'inverse, tu vois, je parlais d'une belle victoire. Forcément, à un moment, on se prend un revers, etc. Ça a été quoi le plus gros revers marquant que tu t'es pris sur ce début de projet, si t'en as un? Sur le début du projet ? Ouais. Qui t'a mis une petite claque, quoi. En première année d'université, la deuxième version que je sors, au bout de 2-3 mois, elle marche très bien. Donc, je la sors en novembre. Je rentre en septembre, je la sors en novembre. Et au bout de 2-3 mois, elle marchait vachement bien. En fait, j'ai rencontré un développeur
en ligne qui devait bosser avec moi parce que j'avais pas de développeur à l'époque. Moi, j'avais créé mon premier site sur Wix, mais là, il fallait un peu plus de structure. Et il se trouve que ce développeur, j'en ai jamais entendu parler. Donc, je lui ai filé mes accès. Il a planté le site. Et du jour au lendemain, le site était en 404. Ok. Et on a perdu l'accès au nom de domaine. On a perdu l'accès que j'ai récupéré un an plus tard, d'ailleurs, l'accès au nom de domaine. Mais en fait, on avait tout perdu. Sauf la base de données, heureusement. Et donc, du jour au lendemain, ton projet s'arrête. Tu réagis comment? T'es très triste parce que tu fais ça avec des petits moyens. Moi, je crois que je dépensais 10 euros par mois pour mon nom de domaine, pour payer mon site web. Le développeur en question, il proposait son aide en pro bono. Donc, je faisais vraiment avec ce que j'avais et j'y mettais beaucoup de cœur. Donc, ça te met une balle. Mais surtout qu'à l'époque, je me rappelle, TF1 m'avait proposé de passer au JT. Et c'était 3 semaines après le hack. Et évidemment, j'avais pas le temps de reconstruire le site en 3 semaines, trouver un autre nom de domaine, une émission TF1 migrer. Sur un 404, c'est chiant quoi. Voilà, c'est un peu chiant, c'est contraignant. Donc ça, c'était pas facile. En tout cas, au début, c'est quand t'es jeune entrepreneur et que t'as pas connu beaucoup de crises, c'est un moment douloureux, surtout quand t'es seul. Pour que les gens se figurent, aujourd'hui Extra Students, c'est une app. Du coup. C'est une app, ouais, c'est une app. Au départ, là, donc tu nous parles de site internet. Quel moment tu as fait la bascule? Pourquoi? Au moment où on nous hack. Je me dis, en fait, il y a peut-être un. En fait, soit à ce moment-là, et c'est un réflexe qu'il faut avoir dans tous les moments compliqués comme celui-là, soit à ce moment-là, tu te résignes, tu pleures, tu t'expliques à tout le monde que c'est pas de ta faute. Et voilà, et tu retournes à tes habitudes étudiantes et ciao, le projet aura vécu quelques mois et tu as fait des beaux articles et quelques personnes te connaissent et c'est une belle première expérience sur le CV. Soit tu te dis j'ai une conviction réelle là-dessus. C'est pas juste un sujet techno qui peut m'arrêter. Peut-être qu'il y avait même un autre sujet, c'était quel est solidaire, c'était vachement réducteur. Quand tu sors de la période Covid, appeler un site qui est à destination des très jeunes, 18-24, quel est solidaire, c'est pas très sexy, c'est pas une marque qui parle beaucoup. Donc en fait, à ce moment-là, je me dis peut-être qu'il y a un sujet, c'est peut-être de repenser la marque, d'aller chercher un nouveau nom de domaine et de transformer le site en une app. Parce que les jeunes à 18 ans, ils utilisent à 90% l'app pour réviser, pour regarder des contenus. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et quelques mois plus tard, je crois, l'app est sortie, ouais. Je me suis noté, tu vois, il y a un truc très fort chez vous. Vous vous battez contre les réseaux sociaux du paraître. C'est un truc que vous voulez mettre en avant. Ouais. Quand tu crées une app, comment est-ce que tu évites qu'il y ait des comportements que tu peux juger toxiques qui apparaissent justement sur cette application et que ça ne devienne pas une énième application de paraître ou autre? Déjà, nous, on est une application de révision, donc d'office, les gens qui viennent foutre la merde, ils vont pas chez nous. Ouais. On a des fiches de cours, nous, comme contenu, des fiches de cours, des dissertes, des exposés, des questions-réponses sur des sujets techniques, sur des matières de terminale, de première, de prépa, de première année d'études. Donc, c'est pas le lieu, c'est déjà arrivé, mais j'avoue qu'on n'a jamais souffert de ça. Mais oui, c'est vrai qu'en tout cas, le message qu'on essaie de porter, tu vois, récemment, il y avait un gros sujet politique sur l'interdiction des réseaux sociaux. Ouais. Nous, on était un réseau social initialement. Là, l'app est un peu plus... On est devenu un agent, donc le volet social, on a des groupes, donc les gens discutent encore entre eux, mais on n'est plus réellement un réseau social, au sens où on n'a que de l'interaction sociale. On en a, donc on est un réseau social, mais on n'est plus que ça. Et à l'époque, on était vraiment un réseau social, j'expliquais en fait, regardez, nous on est un réseau social, mais les jeunes qui viennent chez moi, ils viennent pour parler avec Kylian, lui poser des questions sur son exercice de maths, l'aider sur son exercice de philo, ils se suivent pour ça, on avait des créateurs avec 10, 20, 30 000 abonnés, c'est vertueux comme système. Et donc je voulais pas qu'on mette dans le même sac que les autres plateformes qui pour le coup, elles n'ont pas les mêmes ambitions ou motivations. Et oui, c'est vrai qu'on en a fait une bataille, réseau social de savoir versus réseau social de paraître. Dans la création, dans l'avancement d'Extra Student,
il y a eu un truc avec de la levée de fonds, notamment. Si on parle de ça, c'est important pour les jeunes et tout. Comment ça se passe quand tu lèves des fonds? Je crois que tu avais 20 ans à l'époque, c'est ça? Ouais. Comment ça se passe quand tu lèves des fonds à 20 ans en termes de crédibilité, de posture? Même déjà, tu peux expliquer pourquoi tu le fais, hein, si tu veux. Ouais. Mais même sur vraiment cette partie jeunesse, tu vois. Déjà 20 ans et solo founder, puisque j'avais pas d'associé. C'est un peu la doublette, quoi. Sans diplôme d'ailleurs. Donc tu cumules ce qu'il faut pas cumuler. Bah écoute, ça a été vachement difficile au début. Et ensuite, quand on a expliqué toute notre ambition, l'avancée qu'on avait, nous, à la différence de beaucoup de boîtes qui ont levé à cette époque-là, où les levées étaient plutôt... c'était la dernière année où on pouvait encore lever de l'argent, facilement, je dirais. C'était pas facile, mais bon. Ouais. C'était moins la crise qu'il y a eu après. On avait une preuve de concept. On avait déjà fait un premier test produit. On avait déjà 90 ou 100 000 utilisateurs. Donc on débarquait pas juste avec une idée et une ambition démesurée. On avait quelque chose de concret. Et une levée de fonds, en gros, c'est savoir se vendre, savoir expliquer ce qu'on veut faire avec l'argent qu'on sollicite. Une vision à 4-5 ans. Et il faut rencontrer plein de gens. Beaucoup qui vont vous dire non. 85% je dirais qui vous disent non. Et 15% qui finalement vous disent oui. Ça dure longtemps, mais en fait c'est sur une séquence très courte. Je dirais intense, un mois, 2 mois. En fait c'est intense et ça paraît long parce qu'on ne fait que ça en fait. Quand tu lèves des fonds, tu fais que lever des fonds. Tu peux pas gérer à côté les sujets. Tu dois. Mais tu fais vraiment. Ton esprit est ailleurs, quoi. Ouais. Il est sur la levée de fonds. Tu lèves pourquoi à ce moment-là? Parce qu'on n'avait pas d'argent pour continuer à développer et que quand tu veux monter une app, il faut investir en marketing, il faut investir en tech. Ouais. Et que ces 2 lignes de dépenses là sont quand même des lignes assez solides. Et que j'avais pas du tout les moyens de le faire moi. Enfin, si j'avais pas pu lever, j'aurais pas. Le projet aurait pour le coup, pas vu le jour sous la forme sous laquelle on l'a lancé il y a 2 ans. Enfin, on l'a relancé il y a 2 ans. C'était quoi le business model à ce moment-là? C'était déjà de travailler avec des écoles ou autre? Ouais, c'était le business différent model, déjà? c'était de proposer à des écoles d'avoir un espace sur la plateforme. On peut avoir une page entreprise. Nous, l'idée, c'était d'avoir une page école, parce que notre audience, c'est une audience de lycéens. Et donc, c'est exactement ce qu'on a développé aujourd'hui. Tu parlais que tu as eu très tôt de l'exposition média. Tu dirais que ça t'a aidé de quelle manière? Déjà, est-ce que ça t'a aidé et ça t'a aidé de quelle manière d'avoir cette exposition-là? Ouais, je pense que ça aide. Ça aide parce que tu es crédible quand tu rencontres un investisseur, quand tu rencontres un journaliste, quand tu rencontres un autre entrepreneur, tu as un statut qui s'ajoute à ton nom, qui fait que ton histoire, elle est plus crédible que si elle n'avait pas la reconnaissance de ce classement ou de ce média. Après, voilà, il ne faut pas s'arrêter au classement, hein, c'est pas une fin en soi. C'est juste une étape du passage. Moi, j'en suis très fier, très honoré qu'on m'ait sélectionné. J'étais l'un des plus jeunes, le plus jeune de mon année. Et c'était, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais moi, à ce moment-là, je mange des pâtes chez mes parents. Hein. Ouais. Je suis pas dans un penthouse à Paris ou à New York. Et donc, c'est drôle de voir l'image que les gens projettent directement sur toi derrière ce classement. T'as pas l'image 30 ans dans 30, t'es un entrepreneur qui a monté une boîte, qu'est-ce qu'elle est, et on te prête pas forcément d'attention. Je me rappelle que je suis 30 ans dans 30, après les gens ils te posent des questions lunaires. Mais donc t'es millionnaire. Et donc, parce que t'as l'image Forbes derrière, quoi. C'est quoi ta voiture T'as l'image Forbes qui te back en fait, donc c'est très fort. Enfin bref, c'est assez marrant. Donc non, c'est pas du tout une fin en soi, c'est très honorant parce que c'est Forbes, mais en revanche c'est marrant. Les gens, voir ce que ça crée chez les gens, c'est très marrant. Moi, il y a un gros sujet, tu vois, on en parle en off, j'ai déjà travaillé dans des médias qui sont liés aux études et tout, et puis même j'ai mon expérience moi aussi d'utilisateur. Comment est-ce que tu gardes cette fraîcheur en sachant que, bon voilà, aujourd'hui tu as 23 ans, tu n'as pas 40 piges, mais comme tu l'as dit, ça fait déjà 7 ans que tu l'as... Ouais, attends, ma vie, pas comme ça. Ça fait 6 ans. 6 ans. Ça fait déjà 6 ans que tu l'as lancé.
bah, comment tu as réussi à garder cette fraîcheur dans tes contenus, dans tes idées? Et bah, là, maintenant, tu es entrepreneur, tu as plein de sujets et tu veux pas devenir vieux, quoi. Tu veux rester actuel, tu veux que ça parle aux lycéens, etc. C'est super dur. C'est une super question que tu poses parce que c'est super dur. Tu sais, souvent on dit que le comment la vraie deadline Ouais. pour se poser la question d'un projet, est-ce que mon idée de base est celle que je suis en train d'emmener, donc est-ce que l'ambition à 5 ans, après ces premiers 5 ans, est celle que j'avais au premier jour, ou alors pas du tout. C'est ce test des 5 ans. Donc moi là je suis à ma 5e année en fait, 6e année de projet, mais la boîte je l'ai créée qu'un an plus tard, dans l'état dans lequel je la voyais. Et donc là ça fait 5 ans. Et c'est ce moment de bascule où tu te dis, est-ce que les 5 prochaines années vont être des années de croissance, de réussite, ou voilà, l'idée que j'avais, en fait, c'est exactement ce que je suis en train de poursuivre, ou pas du tout, en fait c'est catastrophique, le marché que j'adresse il n'est pas aussi solide que ce que je pensais, les usages des jeunes ont changé, donc en fait mon app elle n'est pas aussi utilisée, plein d'inflexions que tu te fais. Et donc il faut cultiver cet intérêt pour le marché, cette dynamique sur le produit. Il faut comprendre les usages, ils changent tous les ans. Que ce soit quand tu as un média sur Instagram ou que ce soit quand tu as une app et que tu l'adresses à des jeunes qui ne sont pas de la même génération que ceux que tu adressais il y a 3 ans. Donc c'est tout le temps se poser la question de quel est le nouvel usage, comment je peux plaire à nouveau. C'est des conneries, hein. Tu peux changer le parcours avec un nouvel UI, mais tu peux aussi changer complètement ton infra. Nous, on a changé notre infra récemment, on est devenu un agent. Aujourd'hui, quand tu arrives sur notre application, on vient te poser la question. C'est plus toi qui viens poser ta première question, mais c'est nous. Tu peux générer des quiz à partir d'un scan qui te scanne ta fiche et qui te génère un quiz derrière. Tu peux discuter avec des écoles, ce que tu ne peux pas faire avant. On a ajouté plein de nouvelles fonctionnalités. Et chaque mois, tu vois, on se pose la question de qu'est-ce qui a changé, quelle est la nouvelle appli qui a marché récemment, et on flag ce qu'il y a de nouveau, on analyse la concurrence. Tu restes tendance, quoi. Tu essayes de rester Ouais. dans l'air du temps. Ouais. Et après, tu réfléchis aussi différemment parce que tu veux aussi construire une boîte qui soit rentable, donc tu veux générer du chiffre, donc tu veux aussi trouver des clients qui te paieront plus tard. Et donc, voilà, tu fais évoluer ton modèle. Nous, on a aujourd'hui 3 activités. On a l'app. On a racheté un média en janvier qui s'appelle My Orientation, qui a 220 000 abonnés, quelque chose comme ça, qui fait des contenus sur l'orientation, la vie étudiante. Voilà, donc là on fait du brand content classique avec des écoles, des entreprises, des marques, et on crée des salons étudiants aussi. Donc on en a créé un premier qui s'appelle le Grand Salon des Grandes Écoles il y a 1 an, avec d'ailleurs que tu dois connaître, Dimitri, Dimitri et Arnaud et Joachim et le prépa. Et là nous on se lance sur notre salon à nous, qu'on va produire seul, qui aura lieu l'année prochaine au Carreau du Temple également, mais sur une thématique très différente de celle du Grand Salon et assez neuve pour l'écosystème des salons étudiants. Donc je peux pas t'en dire plus, mais en janvier, février, ce sera annoncé, ce sera assez cool. Bah, restez branchés. Cool, tu viens d'en parler. My Orientation, c'est un vrai sujet parce que moi, il y a 2 choses dont je veux parler. C'est à quel point ça affecte ton business model et qu'est-ce que ça apporte. Mais il y a aussi le fait que, voilà, on le répète encore une fois, c'est un peu le but de l'émission, tu as 23 ans, là tu viens de racheter une entité. Donc d'abord, qu'est-ce que ça apporte au business model pour toi? Beaucoup d'emmerde. Ok. Non, racheter une boîte, c'est pas évident. C'est un vrai step. Parce que entrer en égo, t'as un avocat, t'as un comptable, tu fais un audit des comptes de la boîte, tu rentres dans le détail de tout, tu construis une relation humaine avec la personne qui a créé la boîte. En même temps, cette relation elle est impactée par plein de discussions que tu dois avoir qui sont compliquées. Nous, on avait set des objectifs assez hauts pour cette année. Donc voilà, tu t'entends moins bien. Parfois, c'est la difficulté de. Moi, je suis très rationnel dans ma gestion entrepreneuriale. Et donc, j'ai des relations avec les gens avec qui je travaille, avec les gens avec qui je m'associe aussi. Mais à la fin d'une journée, ce qui compte pour moi, c'est est-ce que ça correspond à notre raison d'être, ce qu'on fait? Est-ce que c'est dans notre ligne? Est-ce que les chiffres sont au rendez-vous?
Et tout ça est très rationnel. Je prends absolument aucun volet émotionnel pour traiter des sujets qui sont nos sujets pro, quoi. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que racheter une boîte, c'est aussi potentiellement, s'il y a des salariés, racheter une structure que tu vas intégrer, une équipe que tu vas devoir intégrer à la tienne, une culture différente à la tienne, des habitudes, des usages. Moi, je suis jeune, donc imposer ta culture, ta vision, tes usages, tes habitudes à des gens plus vieux, potentiellement, qui n'ont pas du tout la même façon de travailler, la même façon de vendre, qui croient que ce que tu leur proposes, en fait, c'est pas exactement ce qu'ils auraient fait à ta place. Ça prend du temps. Et le temps, quand tu viens de racheter une boîte, mais que tu as aussi ta boîte en même temps, t'en manques, t'en as pas. Et donc, c'est un temps qu'il faut prendre pour réadapter, repenser. Donc, c'est un challenge humain, en fait, avant tout. Et après, voilà, ça peut aider le business. Nous, ça nous aide parce que ça nous a positionnés. C'est une grosse communauté. Là, dans les mois à venir, vous allez voir que on va faire bouger un peu notre écosystème, enfin, en tout cas le nôtre au sens propre, hein, donc que ce soit nos médias ou notre plateforme, on va assembler tout ça. Et donc ça peut apporter pour le coup beaucoup. Nous, ça nous a apporté, comme je te dis, une communauté, une plus grosse audience, on touche plus de gens. On est en train d'analyser la marque, voir si elle nous convient, si on la change, est-ce qu'on l'assemble à notre marque initiale pour créer une super marque dans les révisions et l'orientation, ce qui nous ferait grandir d'un coup parce qu'on pourrait fusionner nos... Voilà, plein de questions qu'on se pose. Donc, businessment parlant, vous, l'intérêt, c'était de se dire on diversifie les sources Bah, t'achètes du chiffre d'affaires, ouais. Une boîte rentable. Ouais. C'est ça, notre thèse, c'est si on fait une acquisition, on achète une boîte qui est déjà rentable. Et après, potentiellement que tes clients à toi, ils peuvent acheter sur la boîte que tu rachètes. Et que les clients qui sont sur la boîte que tu rachètes peuvent acheter sur ta boîte à toi. Donc normalement, tu peux upseller dans les deux cas. L'erreur à ne pas faire, c'est que parfois, quand tu achètes un média et que tu en es déjà un, ouais. et que tu fais sensiblement la même chose, 1 plus 1 ne fait pas 2, et plutôt 1,5. Donc ce que tu imagines, en fait, ce client-là, il est chez moi, mais il pourrait aussi être chez mon concurrent qui, si je l'achète, devient... une filiale chez moi, il achètera pas au même prix en fait, parce qu'il est déjà chez toi, il va négocier, et donc ça fera jamais 2, ça fera 1,5. Donc il y a des sujets comme ça à avoir analysé, à avoir en tête quand tu t'adresses au sujet d'un pur point de vue business. C'est le moment que je te laisse pour flex un peu si tu veux. Tu m'as fait flex là, déjà. Juste pour parler un peu chiffres et tout, que ce soit sur la partie extra student ou la partie My Orientation, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les chiffres? Tu parles des chiffres que tu veux, s'il y a des chiffres sur lesquels tu veux parler, tu peux. Mais disons, voilà, le nombre d'utilisateurs, comment ça se passe. Pour le média, les abonnés que vous avez, comment ça se passe. Bien sûr. Quoi. Écoute, pareil, c'est très rationnel, donc je vais pas raconter n'importe quoi. On a près de 400 000 utilisateurs sur Extra Student aujourd'hui. Ouais. On en a en gros 100 000 nouveaux par an. Ouais. On n'investit pas énormément en marketing, donc on pourra en avoir beaucoup plus. Mais c'est un choix de ma part. On grossit doucement, on n'a pas relevé de fonds, nous. Tous nos concurrents dans les révisions ont relevé des fonds. Même pour acheter My Orientation ou c'est juste Non, c'est en fonds propres. C'est en fonds propres. Et donc, on essaie de structurer autour de tout cela pour limiter les lignes de coûts inutiles. Et le marketing, tu peux perdre pas mal d'argent. Voilà, My Orientation, sur Extra Student, on a aussi un média. On est présent sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, on a 100 000 abonnés, je crois, à peu près. My Orientation, c'est 140 000 abonnés sur Instagram et 70 ou 80 sur TikTok. Donc, tu vois, en tout, on touche 330 000 personnes sur les réseaux sociaux et quelques centaines de milliers d'utilisateurs. Donc ouais, c'est plutôt c'est prometteur. On est encore petit, il y a plein d'applis de révision qui sont beaucoup plus connus que nous, tu vois, sur vraiment l'espace révision. Et il y a des médias d'orientation qui sont très concurrentiels. Donc on a beaucoup à faire.
Et du coup, tu me fais la transition toute prête sur le futur un peu. C'est quoi les enjeux que vous avez sur les prochains mois, vos ambitions, là où vous Ouais. voulez aller? Là, comme je suis dans un salon Ouais. qui aura lieu en novembre, au Carreau du Temple. 21-22 novembre, samedi, dimanche. Donc soyez présents. Ça va être assez fou pour le coup. Donc il y a ce gros salon quand même qui est un gros sujet pour moi. Ouais. On organise sûrement un autre événement en mai. Des débats autour de plein de sujets éducatifs Mhm. qu'on organise et qu'on produit aussi. Donc voilà, c'est quand même 2 événements que j'ai à cœur de réussir. Et l'événementiel, ça a beaucoup de bon quand tu réussis ton événement, parce que les gens voient la foule qui fait la queue. C'est un impact qui est réel pour ceux qui payent et qui attendent. Sur le coup, c'est du concret. C'est du concret, ouais. En fait, tu vois, un client dans le digital, il comprend jamais vraiment. Il mesure son ROI, oui, mais il comprend jamais vraiment. C'est comme quand tu parles de vues. Ouais. Te dire, t'as eu tant de vues, t'as pas vu les gens passer devant toi qui te regardaient. Nous, c'est un peu pareil. Et dans le modèle physique, ce qui est dingue, c'est que quand tu as 8000 visiteurs, comme ce qu'on a eu sur notre premier salon, tu as 500, 600 personnes qui font la queue dans la rue. C'est assez impressionnant à voir. Tu as la queue dans ton salon. Donc, c'est 2 événements que j'aimerais vraiment qu'on réussisse, mais on travaille pour, donc il n'y a aucun sujet. Et voilà, faire grandir notre média. On va potentiellement faire une fusion et assembler nos marques sous Extra Student, donc pour créer en tout cas emmener la création d'un géant, pas encore, mais d'un gros du secteur. Et donc voilà, pas mal de sujets, pas mal de défis. Pareil, l'équipe va grossir sur la prod, le marketing. Ouais. Rapidement, c'est un sujet qui est intéressant. Tu parlais d'agents tout à l'heure. Il y a un vrai sujet autour de l'IA maintenant dans l'éducation. Vous, comment vous l'avez intégré? C'est quoi les enjeux que vous avez avec l'intelligence artificielle? Comment ça vous aide, etc. Ouais. Alors nous, 50% de notre app, c'est l'IA maintenant. Ouais. Donc on a, initialement, Extra Student, c'était un réseau de contenu. Les gens venaient poster des contenus, des fiches de cours, des exposés, des dissertes. Ouais. Échanger entre eux sur plein de sujets. Donc on avait 40 ou entre 35 000 et 40 000 contenus. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est 38 000 contenus. Donc 38 000 fiches de cours postées par des créateurs Extra Student. L'IA, pour le coup, nous a beaucoup aidé parce que quand on a lancé notre nouvelle version qui est sortie mi-octobre, toutes nos fiches sont devenues des quiz. Et toutes nos fiches sont aussi devenues des flashcards. Et toutes nos flashcards, ou toutes nos fiches qui étaient trop longues, sont devenues des fiches elles-mêmes courtes. En fait, l'IA nous a permis, on a modélisé une IA Extra Student qui nous a permis de créer des contenus à partir des contenus qu'on avait déjà. Donc aujourd'hui, on a plus de 120 000 contenus sur l'appli. Et n'importe qui peut venir scanner son cours, scanner sa fiche, scanner ce qu'il a écrit de son cours et en faire ressortir un quiz pour réviser. L'application lui attribuera une note, lui composera son planning de révision. Il pourra échanger avec une IA sur son orientation aussi. Et ça, c'est assez dingue. Tu peux poser des questions sur j'ai envie de travailler dans la musique, quelle école tu me conseilles, en Bac+3, à Nantes. Enfin voilà, c'est assez dingue quand même ce que l'IA peut permettre de faire. Quand tu la lis, moi je considère qu'elle est utile lorsqu'elle est alliée à. Elle est utile dans tous les cas, mais dans notre cas, franchement, ça aurait été dommage de tout détruire et de juste partir en créant un agent de révision. J'ai à cœur que les gens gardent un lien social quand même. Et donc, dans ce cas-là, je trouve que c'est assez intéressant. Ils peuvent réviser avec, c'est un outil qui leur sert. En même temps, ils peuvent parler aussi entre eux. Tu vois, il y a des groupes bac, il y a des groupes Sciences Po 2026, et les jeunes de Sciences Po se parlent entre eux. C'est marrant. En tout cas, c'est pour moi utile et efficace dans l'usage. On arrive sur la fin, plutôt. Avant ça, j'ai toujours un petit jeu que je vais instaurer dans cette émission. Je vais te donner des situations. Ouais. Toujours, on parle d'entrepreneuriat jeune et tout. Je vais te donner des situations. Et tu vas me dire si ton jeune âge a été plutôt une force ou une faiblesse dans cette situation. Tu peux un peu raconter, expliquer. Ok. L'idée, c'est que ce soit quand même rapide et qu'on enchaîne assez bien. Ok. Négocier un partenariat avec une grande école. Être jeune, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Je dirais potentiellement faiblesse. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu au début, donc en 2024, je dirais, c'est qu'on était quand même. On était reçus parce qu'on était jeune et que le produit était intéressant et qu'il était nouveau et qu'il était disruptif.
Mais on était plus reçu comme un projet à Ouais. connaître. Ah, ok. Et tu l'as dit, j'ai été un peu médiatisé, donc les gens voulaient aussi parfois En savoir plus. juste en savoir plus et ça leur fait plaisir de me rencontrer. Mais ça ne suivait pas en fait derrière. Tu vois, bon bah génial, merci, merci d'avoir pris le temps. On est ravis, voici notre proposition et t'envoyer un devis, on te l'a envoyé jamais signé. Donc c'est utile pour rencontrer des gens, d'être jeune, parce que ça se crée quelque chose de spécial et les gens sont intéressés par les jeunes qui font. Mais en revanche, de là à signer, à te filer du pognon, c'est plus compliqué. Parlons de pognon, fixer ton prix, être jeune, force ou faiblesse. Je crois que c'est assez évident là aussi, c'est une faiblesse. Ouais. T'as pas l'expérience qui peut crédibiliser d'avoir un prix plus élevé que ton concurrent qui est là depuis 20 ans. Pour autant, ton produit peut être meilleur. C'est ça le grand paradoxe. Et en France, le produit intéresse moins que la personne qui le vend. C'est ça le vrai problème. Parler dans les médias. Force. Énorme. Quand tu es jeune, tu peux... Si tu as évidemment une histoire qui plaît, parce que si tu as créé une énième boîte de conseils qui n'intéresse personne, tu feras pas un article. Mais oui, quand tu as des histoires qui sont sincères, et qui changent les choses, c'est une force énorme. Puis t'as plus les codes et tout aussi potentiellement. Ouais. Gérer la solitude du fondateur, toi qui étais seul. Moi, j'ai jamais eu de sujet avec ma solitude, mais t'es quand même entouré quand t'es jeune, t'as des potes. C'est normal d'être seul. Il y a très peu de gens mariés avec des enfants et un chien. Donc je pense que on n'a pas l'expérience suffisante pour dire que c'est une faiblesse parce qu'on n'a pas connu la solitude à 50 ans, je pense. Je pense que c'est un vrai sujet d'être seul à 50 ans. Parce qu'il y a socialement... Voilà, c'est moins accepté qu'à 18 ou à 22. Mais la solitude en tant que fondateur, non, c'est pas... Pour moi, c'est toi et toi-même. Hein, ça peut être une force comme une faiblesse. Ça dépend de la personne. Lever des fonds. Je pense que c'est une force quand même. Ok. Parce que... dites-vous que... C'est ce que je me suis toujours dit et je crois que c'est une règle. On est tellement nombreux à se dire que personne ne le ferait, que ce serait impossible d'aller lever des fonds ou de monter telle boîte, que très peu de gens le font vraiment et que le peu qu'ils font, en fait, quand ils s'adressent aux bonnes personnes, il y a tellement peu d'occasions, peu d'opportunités qu'ils les saisissent. Et donc, un investisseur qui va débarquer un jeune de 19-20 ans dans son bureau complètement fou, qui a des idées de dingue, qui veut révolutionner un système, qui met 10-12 heures de travail par jour dessus, qui n'a pas de... qui n'est pas engagé sur un prêt, donc en fait qui financièrement peut faire un peu ce qu'il veut, c'est l'opportunité pour un investisseur. Donc c'est une super force, je pense que... Et la détermination qu'on peut avoir jeune, où en fait notre seul sujet du matin quand on se lève, c'est notre projet, qui est un peu différent quand tu as un enfant, une femme, une situation, des beaux-parents, un parent à gérer, un prêt à rembourser, elle est unique. Convaincre un parent que utiliser Extra Student c'est intéressant et que c'est pas un truc bizarre. C'est une énorme force. Ouais. Oui. Comme souvent tu as l'âge de leur fils ou de leur fille et que ils comprennent que tu as été dans la même situation au moment de réviser, au moment de trouver ton école. Souvent ils se disent que l'outil peut être pertinent et ils le montrent à leurs enfants. C'est une force. Racheter une marque. Ça dépend. Si tu rachètes en fonds propres, c'est ni une force ni une faiblesse. Hein. Ça dépend encore une fois de toi. Dans le processus, tu parlais d'intégration tout à l'heure. Mais il faut quand même maîtriser plein d'aspects. Tu vois, auditer, il faut se faire accompagner. Ouais. Donc ça, c'est quand t'as pas l'habitude. C'est quand même une faiblesse d'être jeune. Mais sinon, si tu as les fonds pour le faire, la vision, la détermination et que les planètes s'alignent parce qu'en fait la personne que tu veux racheter, elle est prête à vendre à un prix qui te convient, c'est une force. Garder une vision long terme. Dans le sens pas s'éparpiller, partir à droite à gauche. Être jeune, alors pour ça c'est une faiblesse totale. Ouais. On a évidemment 2000 idées. Moi j'ai failli
un tas de fois, me retrouve avec 2 projets et très peu de temps pour gérer celui qui m'intéressait le plus, qui est extra. En fait, comme on rencontre beaucoup d'opportunités et qu'on se sent capable de beaucoup, concrètement, on peut avoir tendance à s'éparpiller assez facilement. Ça d'ailleurs c'est une grosse faiblesse de l'entrepreneur jeune. Souvent c'est pour ça qu'il y a une aversion à l'investissement chez les jeunes, chez beaucoup d'investisseurs. C'est parce que souvent la première boîte est un échec, statistiquement. Et donc parce qu'il y a il y a des jeunes qui s'éparpillent et il y a des jeunes qui parfois prennent le mur. Donc c'est une faiblesse, ouais. Bah écoute, merci beaucoup, Jules. Merci à toi, Kylian. C'était un très bon moment, un grand plaisir. Et bah écoute, suivez en tout cas Jules sur LinkedIn, tu prends de avec temps plaisir, en temps suivez aussi et surtout parole. OVNI sur Insta. Et... merci gros. Ouais, LinkedIn, Instagram, moi j'ai les 2 réseaux. Et puis de toute façon maintenant vous connaissez les médias, Extra Student, My Orientation si c'est encore le cas au moment de la sortie du podcast. Regardez pour les salons, ça va être top. Exactement, ouais. Aucun doute. Et voilà. Ça fera un grand plaisir de vous accueillir. Merci encore de m'avoir accueilli. Bah merci gros. Avant de finir, je souhaite remercier les équipes d'Eleven Act pour ce joli studio. Dans Paris, je tourne toutes mes émissions ici et à chaque fois, c'est vraiment génial. Donc on est à Paris 15 et si jamais vous voulez tourner du contenu et du podcast, vous pouvez le faire. Le lien, il est dans la description.